Bonjour et bienvenue à tous dans ce snap basé sur The Artist's Way de Julia Cameron. Et dans ce livre, l'auteur va nous aider à retrouver notre côté créatif. Quand on était petit, on était capable de passer des heures à dessiner ou à écrire en secret sous nos draps à la lueur d'une lampe de poche. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette étincelle artistique ? Peut-être que votre vie manque de ce souffle créatif ou que vous êtes devenu ce qu'on appelle un artiste de l'ombre, coincé dans un bureau en rêvant de plus. Vous avez peut-être même fait une carrière dans l'art tout en luttant contre des blocages créatifs. Peu importe votre situation, ce snap est là pour vous aider à réveiller votre artiste intérieur. Le programme proposé ici s'étale sur 12 semaines, mais pas de panique, vous pouvez avancer à votre rythme en intégrant 1 ou 2 conseils à la fois. Ce snap, qui est un résumé, va donc vous guider pour vous reconnecter à votre créativité. Merci Clara. Et oui, si le livre original nous propose une évolution sur 12 semaines, ici on va faire un résumé en 20 minutes et on va d'ailleurs passer directement au premier chapitre qui explore comment l'écriture régulière et la découverte de nouvelles expériences peuvent stimuler notre côté créatif. Dans ce premier chapitre, on va donc voir comment connecter notre côté créatif grâce à l'écriture régulière et à l'exploration. Alors Paul, qu'est-ce que nous dit l'auteur sur ce sujet ? Un excellent point de départ, c'est de commencer par les pages du matin. Qu'est-ce que c'est ? Chaque matin, prenez un cahier, asseyez-vous et laissez vos pensées se déverser sur le papier. Pas besoin que ce soit brillant, pas besoin que ce soit parfait, laissez simplement vos mots couler comme une forme de méditation. C'est un moyen puissant de faire taire votre critique intérieure et de permettre à votre esprit artistique de s'exprimer librement. Mais c'est pas tout, Julia Cameron recommande également de vous accorder un rendez-vous artistique. Prenez 2 heures par semaine pour vous consacrer à vous-même et à votre créativité. Que ce soit une balade au parc, une visite dans une galerie ou simplement observer le ciel au crépuscule, ces moments vont nourrir votre inspiration. Ça semble un peu simple mais puissant, mais pourquoi est-ce que c'est si important de s'ouvrir à de nouvelles expériences ? Parce que votre créativité se nourrit de ce que vous vivez et de ce que vous percevez. Plus vous explorez le monde qui vous entoure, plus vous reconnectez avec votre artiste intérieur. Ça peut être aussi simple qu'essayer un nouveau goût, ou alors remarquer des détails sur le chemin que vous prenez tous les jours, ou même rêvasser simplement sur un paysage qui vous émerveille. Ces pratiques, elles sont essentielles pour raviver votre créativité. Alors, prenez votre stylo, planifiez ce rendez-vous artistique et laissez-vous surprendre par ce que votre imagination peut vous offrir. Dans le prochain chapitre, on va voir comment surmonter vos démons intérieurs et renforcer votre confiance en vous. On arrive donc au chapitre 2 et on va parler de comment renforcer notre confiance en surmontant nos démons et nos doutes. Alors la vérité, d'après l'auteur, c'est que beaucoup de créateurs traversent des moments difficiles. Prenons l'exemple des artistes de l'ombre, c'est-à-dire ceux qui, par peur de l'échec ou alors sous la pression de leur entourage, choisissent une carrière qui est éloignée de leur passion artistique. Ils restent hantés par l'artiste qu'ils auraient pu devenir. Pourtant, il est possible de briser ce schéma en affrontant ces doutes et en se concentrant sur les aspects positifs d'être un artiste. Un témoignage frappant, c'est celui d'un homme qui se nomme Edwin. Et bien qu'il ait d'abord suivi une voie financière pour répondre aux attentes familiales, il a finalement choisi de s'entourer d'artistes et de compenser ce qu'il avait manqué en revenant à son amour pour l'art. Et du coup, l'auteur parle de pensées négatives. Comment est-ce qu'on peut les gérer ? Les pensées comme le doute de soi peuvent être particulièrement paralysantes. Imaginez un écrivain, par exemple, qui s'autocritique tellement qu'il n'ose même pas finir son manuscrit. La clé, c'est d'identifier ses pensées et de ne pas leur donner de pouvoir. Et attention aux personnes toxiques que Cameron appelle des crazy makers, des individus qui peuvent vous saper votre énergie en minimisant vos talents tout en demandant constamment votre attention. La meilleure façon de surmonter ça, c'est de prendre conscience que vous seul êtes responsable de votre créativité. Ne laissez personne d'autre vous voler cet espace précieux. Donc il faudrait identifier ses pensées, pas leur donner de pouvoir et faire attention aux personnes un peu toxiques qui peuvent nous démotiver. C'est ça Clara, et dans le prochain chapitre, on va aborder un processus essentiel mais qui est émotionnellement très exigeant, c'est comment la récupération peut être un chemin pour se reconnecter à notre moi créatif.
On arrive donc au chapitre 3 où l'auteur va nous parler du processus de récupération, un défi émotionnel pour renouer avec votre moi créatif. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire, Paul ? En fait, une fois que vous commencez à explorer votre univers créatif intérieur, vous pourriez rencontrer des pensées et des émotions inhabituelles, parfois même inconfortables. Prenez la colère par exemple. Bien qu'elle semble négative, elle peut devenir un puissant moteur. Elle pourrait vous inciter à écrire un scénario ou à réaliser une œuvre que vous auriez toujours rêvé de créer, mais que vous n'avez jamais osé. Ce genre d'émotion, aussi perturbant soit-il, ça peut devenir votre boussole créative. Un autre aspect crucial de cette étape, c'est d'oser affronter les sujets difficiles. L'art a cette capacité unique d'explorer des zones que beaucoup préfèrent éviter. Mais attention, tout le monde ne comprendra pas ou n'approuvera pas vos choix créatifs. Si quelqu'un essaye de vous faire honte pour votre créativité, rappelez-vous que ça reflète plus leurs limites à eux que les vôtres. Protégez votre vision artistique et continuez à croire en vous. Ça fait quand même beaucoup de négativité. Est-ce que ça peut être un peu exigeant ? Comment est-ce qu'on peut éviter d'être submergé ? L'important, c'est pas de se laisser happer par les blocages ou par les critiques. En fait, ces obstacles, c'est souvent le signe que votre processus de récupération fonctionne. Vous découvrirez également de nouvelles forces et de nouvelles faiblesses en cours de route. Par exemple, même après avoir écrit des dizaines de textes, un écrivain peut encore être paralysé par la peur d'une page blanche. Mais à force de pratique et en demandant les retours constructifs, il peut continuer d'évoluer. Rappelez-vous, la colère, la frustration ou les doutes, c'est des indicateurs que vous êtes sur la bonne voie. Ils montrent que vous êtes en train de creuser profondément pour vous reconnecter à votre génie créatif. Dans le prochain chapitre, on va découvrir comment les idées ne viennent pas de nulle part, mais elles se cultivent et se développent dans l'univers qui nous entoure. Dans le chapitre 4, Julia Cameron nous dit que les idées ne se créent pas de nulle part. Elles se trouvent dans l'univers et se développent grâce à vous. Exactement, et l'auteur prend comme exemple Michel-Ange. Quand il a sculpté son célèbre David, il disait simplement avoir libéré la statue qui était dans le marbre. Cette vision partagée par beaucoup d'artistes, elle est essentielle. Les idées, les concepts et les œuvres sont déjà là, quelque part dans l'univers. L'artiste, c'est qu'un messager qui les révèle au monde. Une idée, c'est comme une graine. Elle commence petite, mais avec soin et attention, elle peut devenir quelque chose de très grand. Pensez aux films, pensez aux chansons, aux écritures, aux peintures. Tout ça existe déjà sous une forme latente et ça attend que quelqu'un le découvre. Le travail d'un artiste, ce serait donc de trouver cette graine, de la cultiver et de la laisser fleurir. Et c'est donc là que l'univers joue un rôle fascinant en vous donnant cette graine. Quand vous êtes passionné par ce que vous faites, des opportunités inattendues surgissent de cette manière. Parfois, c'est presque comme si une force supérieure vous guidait. Donc, d'après l'auteur, il faudrait être réceptif et se connecter à ces idées qui sont tout autour de nous. Voilà, et une fois que vous réalisez que vous n'avez pas tout inventé, mais simplement que vous allez révéler ce qui existait déjà, la pression, elle disparaît déjà un peu. Vous vous concentrez sur la croissance de ces idées et leur transmission au monde. Dans le prochain chapitre, on va parler d'un autre sujet crucial, comment le perfectionnisme et la compétitivité excessive peuvent bloquer ce processus créatif. On arrive donc au chapitre 5 dans lequel l'auteur va nous parler du perfectionnisme, du surmenage et de la compétitivité excessive, en gros tout ce qui bloque notre créativité. Alors qu'est-ce que nous dit l'auteur ici, Paul ? Très bonne question. Le perfectionnisme, par exemple, l'auteur nous dit que ça naît souvent d'expériences, de peur ou de critiques dans l'enfance. Imaginez un parent ou un enseignant qui vous dit que vous n'êtes pas assez doué. Cette peur de l'échec, elle vous suit et elle vous pousse à en demander plus à vous-même. Par exemple, à se fixer des objectifs irréalistes. Si vous vous fixez comme objectif d'écrire un roman entier avant la fin de l'année, ça, par exemple, c'est une recette parfaite pour l'épuisement et pour l'échec. Et quand on n'atteint pas ces objectifs d'ailleurs qu'on s'est fixés, qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'on commence à se blâmer. Ça mène à des sentiments de regret, de jalousie, voire même de haine envers nous-mêmes. Ce genre d'état émotionnel peut complètement bloquer la créativité parce qu'on se sent plus capable d'essayer à nouveau. C'est là que deux comportements destructeurs se mettent en place. Le premier, c'est le surmenage et le deuxième, la compétitivité excessive. Le surmenage, ou en anglais le workaholism, pousse les gens à travailler sans relâche.
pensant que c'est ainsi que la créativité va se manifester. Mais c'est l'inverse, le cerveau a besoin de temps pour divaguer et laisser les idées surgir naturellement. Si vous forcez trop, vous bloquez ce processus. Quant à la compétitivité excessive, elle attire toute votre attention sur les comparaisons avec les autres. Vous perdez de vue ce qui compte vraiment, votre propre progression. La clé ici, c'est de se poser des questions positives. Est-ce que j'ai progressé aujourd'hui au lieu de « suis-je meilleur que un tel ou un tel ?» Donc on a vu que les attentes irréalistes, le surmenage et la compétitivité peuvent tous devenir des barrières à la créativité. La clé, ce serait de s'en libérer en écoutant nos besoins réels et en donnant à notre esprit l'espace nécessaire pour créer. Exactement Clara, et dans le prochain chapitre, on va parler d'une étape importante qui est celle de faire un effort conscient pour amener notre côté créatif à la lumière. On arrive donc au chapitre 6, faites un effort conscient pour dévoiler votre côté créatif. On a tous un artiste en nous, mais comment est-ce qu'on peut le ramener à la surface ? Donc, d'après l'auteur, pour faire émerger notre artiste intérieur, il faut commencer par examiner notre passé. Pensez au moment où votre confiance en vous, elle a été ébranlée. Par exemple, un souvenir d'enfance où quelqu'un a critiqué vos dessins ou vos idées. Identifiez ces blessures et réfléchissez à comment les guérir. Vous pouvez aussi utiliser des exercices d'imagination pour renforcer votre confiance. Par exemple, visualisez votre journée idéale. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune crainte ? Vous pouvez aussi écrire des affirmations positives comme « ma créativité est précieuse » ou alors « j'ai des idées qui méritent d'être partagées ». Répétez ces phrases régulièrement pour ancrer une nouvelle confiance en vous. Et si on se sent quand même toujours bloqué malgré tout ça ? Si vous avez encore du mal à avancer, commencez petit, remplissez votre espace de choses qui vous inspirent, des objets que vous aimez, une tasse de votre thé préféré. Traitez-vous comme un trésor précieux et accordez-vous des moments de douceur. Ces petites attentions nourrissent votre confiance créative. Donc on apprend à identifier et surmonter les blocages passés, à reconstruire la confiance par des exercices positifs et à célébrer les petits gestes qui nous reconnectent à notre créativité. Je crois qu'on arrive à la conclusion, alors restez avec nous. Ce snap nous a appris une chose essentielle, c'est que même si c'est pas toujours aussi facile que ça d'exprimer son potentiel créatif, tout le monde en est capable. Et la bonne nouvelle, c'est que ça commence avec des étapes simples. S'exprimer dès le matin, explorer de nouveaux horizons et prenez un moment pour vous connecter à votre créativité. En vous concentrant sur vos objectifs artistiques, vous retrouverez votre élan. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça dans notre quotidien ? Amusez-vous. Le processus créatif devrait être une source de plaisir. La prochaine fois que vous vous sentez bloqué, essayez quelque chose de nouveau. Jouez au basket, faire du vélo, regardez un bon film ou partez à l'aventure. Parfois, s'accorder du temps pour soi, c'est le meilleur moyen de redémarrer dans notre créativité. Rappelez-vous, c'est comme une plante. Ça a besoin d'être nourri et cultivé, mais avec un peu d'attention et de bienveillance, votre créativité peut fleurir de façon incroyable. Merci beaucoup pour ce snap inspirant, Paul, et merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On espère que ces idées vous aideront à reconnecter avec votre créativité. À très bientôt.